enfin ce soir, cet après-midi, pour écouter Jean-Luc Chappé. Tout d'abord, je voudrais remercier la bibliothèque de l'Alcazar pour son accueil, son directeur, Charlie-Camille Flores, ainsi que Marion Lutz pour leur accueil. Je voudrais remercier le Festival des sciences et des arts d'Aix-Marseille Université, puisque cet événement se tient dans le cadre de ce festival qui a commencé mardi et qui se déroule toute la semaine autour du thème sciences et croyances. Et donc, la rencontre que l'on organise ce soir est directement dans le thème sciences et croyances. Et puis cette rencontre avec Jean-Luc Chappé se tient dans le cadre d'un cycle qu'on organise depuis 1 an à la Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales, qui est un cycle qui s'appelle Actualité des sciences sociales. Et une fois par mois, en général le vendredi autour de 18 h, dans différentes librairies marseillaises, on reçoit un auteur ou une autrice en sociologie, en philosophie, en histoire, en anthropologie, pour discuter auprès du public curieux de la contribution des sciences sociales, de l'histoire, de la sociologie, aux grandes questions du débat public. Un des enjeux pour nous, c'est de sortir les propositions universitaires et les universitaires de l'université pour aller à la rencontre d'un public qui ne se déplace pas toujours dans nos séminaires ou dans nos journées d'études. Un des enjeux, c'est de montrer que les sciences sociales ont des choses à dire dans le débat public. Et je pense que ce soir, avec Jean-Luc Chappé, vous en aurez l'illustration. Je vous annonce juste le programme brièvement avant d'ouvrir la rencontre. Le 17 octobre, chez Maupetit, on recevra Célia Keren, qui est historienne, pour un livre sur les enfants pendant la guerre d'Espagne. Le 14 novembre, à la librairie Latourial, on recevra Marion Abalea, à 18 h, qui vient de publier aux éditions du CNRS une histoire mondiale du sida. Et puis le 6 décembre, on recevra Elara Berthaud pour son livre sur Conakry, une utopie panafricaine. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements sur le site de la Maison méditerranéenne des sciences humaines et sociales. Alors aujourd'hui, pour ouvrir ce cycle de rencontres, nous avons le grand bonheur de recevoir Jean-Luc Chappé. Alors Jean-Luc Chappé est historien. C'est un spécialiste de l'histoire des savoirs et des sciences au XVIIIe et XIXe siècle. Il est professeur d'histoire des sciences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est l'auteur d'une œuvre abondante, je ne vais pas toutes vous la citer. J'en signale un parmi ceux qui m'ont le plus stimulé, La Révolution des sciences, 1789, ou Le Sacre des savants, qui est sorti en 2020. Et aujourd'hui, Jean-Luc Chappé vient nous présenter son dernier livre qui est paru chez un éditeur marseillais, Agone, Pasteur et les antivax, qui est sorti en 2025. Alors l'ouvrage de Jean-Luc Chappé, il prend pour point de départ les débats, vous vous en souvenez, assez houleux, qui ont eu lieu autour de la vaccination à l'ère du Covid, qu'on a tous vécu, pour revenir en arrière. Donc il part finalement d'interrogation du présent, d'interrogation de la société contemporaine, pour faire son métier d'historien, repartir en arrière et trouver des traces d'autres moments, d'autres temps, d'autres hommes et d'autres femmes qui ont été confrontés à des débats similaires ou comparables. Alors ça ne veut pas dire que c'est les mêmes, ça veut dire qu'on peut les comparer et par le passé, l'étude du 19e siècle, essayer d'éclairer aussi le présent avec nos outils d'historiens. Alors, on va échanger avec Jean-Luc Chappé pendant une quarantaine de minutes et puis après, vous aurez l'occasion de lui poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas, il est là pour ça et il sera heureux de discuter avec vous. Alors, je vais commencer par poser peut-être une question de contexte, parce que peut-être qu'il n'y a pas uniquement des spécialistes de Pasteur et du 19e siècle dans la salle. Jean-Luc, peut-être pour commencer, nous dire quelques mots de Pasteur, le héros, ou plutôt l'anti-héros, j'ai envie de dire, de ton livre, et peut-être quelques mots sur le dernier Pasteur, car le livre prend Pasteur à un moment de sa biographie où c'est déjà un homme expérimenté.
Merci beaucoup, donc Jérémy, merci pour cette invitation et merci beaucoup pour votre présence. Oui, faire un livre sur Pasteur, après 2022, il est né en 1822, en 2022 sont sortis à peu près 15 livres, particulièrement des biographies sur Pasteur. Donc il ne s'agissait pas pour moi de rajouter quelque chose sur ce qu'on peut qualifier de mythe de Pasteur. En particulier en France, on vit sur un mythe qui a été construit de la vie même de Pasteur. Et cette mythologie, en quelque sorte, ne cesse d'être alimentée. Donc moi, je voulais pas non plus, je ne souhaitais pas du tout, je dirais, écorner le mythe, mais simplement d'en savoir un peu plus. Parce que comme Jérémy l'a dit, on fait tous de l'histoire, enfin ceux qui font de l'histoire à partir des questions qu'on pose, à partir de problématiques du présent. Et après d'ailleurs le Covid, on peut voir ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, hein, où la question de la vaccination constitue encore une question centrale dans le domaine, dans les débats politiques et sanitaires. Et moi, je suis parti en fait de la découverte que j'avais faite tout simplement parce que pendant les mois du Covid, on était tous passés sur d'autres modalités d'enseignement et j'avais fait à ce moment-là la découverte d'un corpus de textes qui me semblait pas trop connu et j'avais parlé de ça aux étudiants. J'étais tombé sur des textes écrits par des membres d'une ligue qui s'intitulait, dont le titre était la Ligue universelle des anti-vaccinateurs. Et cette Ligue universelle, moi je lisais ça en 2020, c'était pas des gens de 2020, c'était des gens de 1880. Ils avaient créé cette ligue, et cette ligue va rester active pendant environ 5-6 ans. On en retrouve quelques apparitions fugaces comme ça jusqu'en 1890. Mais cette ligue des anti-vaccinateurs, qui rassemblait plusieurs personnalités sur lesquelles on pourrait revenir, avait pour objectif de lutter contre l'obligation vaccinale. Alors cette obligation vaccinale, à l'époque, elle concernait principalement la vaccination contre la variole pour les hommes, mais elle considérait, et on l'oublie un peu, la question vaccinale au XIXe siècle concernait aussi beaucoup les animaux, parce qu'il y avait de très nombreuses épidémies, des cochons, des poules ou des moutons. Et donc, contre cette vaccination des animaux et des hommes, eh bien, cette ligue s'est mise en place et s'est réunie la première fois en décembre 1880 à Paris, parce que à Paris, à l'Assemblée nationale, s'agitait une question, fallait-il mettre en place une obligation vaccinale pour les hommes? Et cette question de l'obligation vaccinale allait en fait me permettre d'entrer dans un sujet qui était complètement étranger pour moi et qui allait en effet me permettre, pour revenir à ta question, de reprendre l'histoire de Pasteur d'une toute autre manière. C'est-à-dire que moi, il ne s'agissait pas en fait de refaire la biographie de Pasteur. Je rappelle, Pasteur, il naît en 1822. Il fait toute sa carrière, une très brillante carrière, sous le Second Empire. Il va devenir professeur d'université à Besançon, à Lille, travaillant en particulier avec des agronomes. C'est là qu'il passe, il met pas mal de temps à travailler et à déposer des brevets pour tout ce qui concerne la conservation des aliments, la lutte contre certaines épidémies animales, j'en ai parlé. Et donc, à ce moment-là, il fait carrière, il devient une personnalité renommée et il devient directeur de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. À ce moment-là, si vous voulez, à partir de 1851, sous le Second Empire, c'est un proche de Napoléon III. Et je dirais toute cette carrière, jusque dans les années 1880, est assez bien connue, assez bien documentée. Et paradoxalement, c'est plutôt la fin. Alors on connaît bien l'événement, c'est-à-dire l'année 1885, date à laquelle, en mai 1885, c'est la première vaccination humaine de Pasteur contre la rage. Il meurt en 1895. Donc moi, si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait les 15 dernières années de sa vie, c'est-à-dire là où se posait véritablement la question du vaccin, et là où, en ce moment-là, j'ai pu mettre progressivement en valeur les débats scientifiques, politiques surtout, qui allaient naître autour de cette question de la vaccination. Et je m'arrête là pour le moment, mais c'est vrai que ça a été un petit peu une surprise. Et vous l'imaginez, une surprise considérée dans le contexte dans lequel on était, c'est-à-dire 2021-2022. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pensait, les adversaires de Pasteur ne se réduisaient pas à quelques personnalités médicales ou scientifiques qu'on présentait toujours comme un peu passéistes, archaïques, ou bien un peu dépassés sur le plan médical, mais
l'opposition dépassait largement le monde médical pour être une opposition dans le monde social, orchestrée par des personnalités très connues, hein, comme Louise Michel, etc. Et cette opposition vaccinale allait réunir, à partir des années 1885, tout un ensemble de courants qui m'apparaissait particulièrement intéressant, en fait, non seulement pour relire Pasteur, mais finalement pour relire les premières années hein, d'un régime dont on parle parfois encore aujourd'hui, qui est la Troisième République. Hein, ce qui m'a intéressé, c'est en fait de croiser, si vous voulez, 1885, au moment où Pasteur va, en quelque sorte, mettre en place sa vaccination. 1888, la création de l'Institut Pasteur, au moment où encore il y a une légitimation de cette création vaccinale, et puis mettre en perspective ces années qui sont aussi les années de la stabilisation de la Troisième République, qui a été en particulier mise en cause par un mouvement qui n'était pas un mouvement complètement anti-vaccinateur, mais qui allait s'appuyer là-dessus, c'est-à-dire le boulangisme. Le boulangisme, du général Boulanger, qui mettait en cause les fondements de cette République, eh bien, c'est les années 1887-1889. Donc moi, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est en m'appuyant sur tout un ensemble de travaux qui avaient été faits sur cette période, eh bien, essayer de relire, hein, de manière, j'espère, un peu originale, si vous voulez, aussi bien la recomposition du monde médical, la recomposition du monde scientifique et la recomposition du monde politique des années 1880-1890. Alors quand on est historien, vous savez, on reproche beaucoup aux historiens de faire uniquement l'histoire des vainqueurs. Et je trouve que c'est un grand mérite du livre de Jean-Luc Chappé de ne pas peindre uniquement Pasteur comme le grand triomphateur parce qu'il avait raison, parce qu'il était du côté de la vérité, et ses adversaires uniquement comme d'épouvantables réactionnaires. Hein. Jean-Luc Chappé prend au sérieux les arguments des uns et des autres, des antivax qui ont perdu, en tout cas du point de vue de la science, qu'ils ont perdu, mais il prend au sérieux sur le moment ce qu'ils ont à dire. Alors, avant de peindre le portrait de certains de ces antivax, j'aimerais qu'on remonte un tout petit peu avant, parce que Pasteur, c'est pas lui qui invente la vaccination. Et moi, j'étais surpris. Alors moi, je suis 16e, hein, je connais absolument pas ce sujet, mais pour moi, la vaccination, c'est forcément une seringue, c'est forcément quelque chose d'extrêmement moderne. Et dans le livre, tu remontes en tout cas, tu soulèves des débats qui montrent que la vaccination, ça se passe d'une manière assez étrange au 19e siècle. Oui, enfin, c'est étrange pour nous. Hein. Voilà. Alors, c'est aussi étrange et voilà, ça permet de rappeler que la vaccination, dans l'histoire française, a toujours été liée à un événement politique. Alors, la vaccination a une très longue histoire hein, qui remonte justement au XVIIIe siècle, mais le premier à vouloir introduire la révolution en France, c'est Napoléon Bonaparte. Quand il prend le pouvoir en novembre 1799, Napoléon Bonaparte prend deux décisions. Il en prend d'autres. Il y a le code civil, etc. Mais il va prendre deux décisions concernant le monde scientifique. Il fait venir en France un certain Alessandro Volta, qui est un Italien, hein, pour ses travaux sur l'électricité. Et puis, il tente de faire venir en France un Anglais qui s'appelle Jenner, qui à ce moment-là est le premier à avoir mis au point, un vaccin contre la variole, un vaccin naturel hein, qui consistait en quelque sorte à inoculer, hein, on appelait ça l'inoculation de la variole, c'est-à-dire à prendre du pus dans un certain nombre de bourrons qui se formaient sur la peau des malades pour l'inoculer sur un corps sain, hein, dans le but justement de l'empêcher d'avoir cette maladie. Et Bonaparte ne parvient pas à faire venir Jenner, mais il va introduire la technique de Jenner de manière officielle, c'est-à-dire que les préfets en France sont chargés justement d'appliquer cette méthode aux populations. Et il faut savoir, bon, moi je n'ai pas travaillé dessus, mais les collègues qui ont travaillé sur ce moment de l'inoculation jennerienne montrent comment, en particulier dans les grandes villes, à Paris, Marseille et Lyon, cette inoculation allait être mise en place particulièrement sur les enfants, des enfants abandonnés qu'on retrouvait dans les hospices et qui allaient être considérés en quelque sorte comme des supports, hein, puisqu'on inoculait cette maladie dans leur corps. Et ensuite, eh bien, la vaccination ne se faisait pas par
piqûre, mais par bras, ce qu'on appelait le bras à bras, c'est-à-dire qu'on faisait passer en quelque sorte le sang de l'enfant au corps de l'homme sain qu'on voulait inoculer. Alors, cette inoculation a été lancée de manière officielle. Elle a perduré en France entre le Premier Empire et la Restauration. À un moment donné, elle a fait l'objet de très nombreuses critiques, en particulier d'opposition de la part des élites sociales, qui considéraient, et on retrouvera ça plus tard avec la vaccination au moment de Pasteur, que naturellement faire circuler du sang entre le corps d'un enfant abandonné et un corps sain, eh bien, risquait non seulement de faire passer le pus de la variole, mais aussi d'autres maladies. Et donc cette méthode a été très longtemps critiquée. Et en France, à partir des années 1830-1840, se sont progressivement justement mis en place d'autres méthodes. Alors dans ton livre, tu décris Pasteur, enfin tu montres comment Pasteur a été construit comme un savant républicain. C'est une des grandes thèses du livre, c'est que, vous savez, c'est Pierre Bourdieu qui dit ça, qu'il n'y a pas de force intrinsèque de l'idée vraie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une idée est vraie, il se trouve que Pasteur, scientifiquement, il a raison, mais il suffit pas qu'une idée soit vraie pour qu'elle soit ni acceptée ni diffusée socialement. Et le livre de Jean-Luc Chappé s'intéresse à ça, s'intéresse à comment est-ce que les propositions scientifiques de Pasteur ont réussi parce qu'elles ont été prises en charge par un État qui en avait besoin à un moment spécifique de son histoire, et c'est la conquête républicaine. Alors peut-être quelques mots sur la transformation de Pasteur en champion de la République, qui ne va pas de soi, parce que Pasteur, d'un point de vue biographique, c'est pas un grand républicain. Alors, deux petits mots maintenant sur là où je parle, moi. D'une part, je suis vacciné et mes deux fils sont vaccinés. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans mes propos. D'autre part, je reviendrai sur la genèse de l'ouvrage. En fait, c'est l'ouvrage, quand je l'ai commencé à l'élaborer, j'avais en tête les débats qu'on a eus en France. Et c'est vrai que moi, je me suis quand même, ça m'a beaucoup questionné, et je me suis toujours intéressé sur l'idée que pourquoi, en particulier Emmanuel Macron, lorsqu'il parlait du vaccin, ne cessait en quelque sorte de parler d'évidence, comme si il y aurait naturellement une évidence vaccinale chez une population comme la nôtre. Et en France, il y a eu une discussion comme ça où finalement les adversaires, voire les opposants, même les moins radicaux, étaient tout de suite dénigrés. Et moi, ça m'a posé problème. Et je me suis dit, d'où vient ce discours? D'où vient l'idée selon laquelle, parce qu'on serait en République, il faudrait obligatoirement être vacciné. Puis je me suis dit, si c'est vrai, il faudrait peut-être le dire aux gens. Il faudrait peut-être leur dire qu'il y a une relation entre l'idée républicaine et l'idée vaccinale. Chose qui n'était pas forcément très partagée. Et d'ailleurs, quand on écoute les partis politiques, on s'aperçoit que cette question du vaccin, même aujourd'hui, 5 ans après le Covid, on n'en parle plus. Heureusement, je dirais qu'il y a les élucubrations aux États-Unis, parce que sinon, finalement, on aurait peut-être oublié les leçons du Covid. Donc, c'est en partant de ça, finalement, que je me suis réinterrogé. Je me suis dit, finalement, si on cherchait la genèse de cette notion d'évidence vaccinale, on pourrait peut-être la trouver du côté de Pasteur. Parce qu'il est vrai que Pasteur, c'est un petit peu un paradoxe. Pasteur, c'est l'homme du Second Empire. C'est l'homme du Second Empire. Il faut savoir que quand, en 1870, Napoléon III chute, Pasteur se retrouve dans une situation très fragile. Très fragile. Bon, simplement, il est soutenu. Il est très soutenu, en particulier par de très nombreux milieux provinciaux, tout un ensemble de sociétés d'agronomes, etc., qui le reconnaissent, ses travaux, et qui le soutiennent. Et donc, très rapidement, Pasteur, qui bénéficie aussi du fait que quand il y a un changement de régime, tous les fonctionnaires ne changent pas, il y a aussi une continuité du personnel, il bénéficie de protection, et très rapidement, dès les années 1873-1874, à une période qui est un peu flottante au niveau historique, on est à un moment donné où finalement il y a des recompositions politiques très fortes, et Pasteur va bénéficier d'une relation particulièrement importante, celle de Paul Bert, qui deviendra ensuite ministre de l'Instruction publique. Et finalement, Paul Bert va le remettre au centre d'un jeu scientifique, en lui faisant, en 1874, alors que Pasteur est dans une position fragile,
Paul Bert lui octroie une dotation nationale, une forte dotation nationale, qui permet à Pasteur finalement de retrouver, il n'est plus professeur ni à la Sorbonne ni à l'ENS, il peut donc, à partir de cette dotation nationale, reconstituer un laboratoire, reconstituer des collaborateurs, un réseau de collaborateurs, et commencer à travailler. Et finalement, ce qui m'a intéressé, c'est de voir en quelque sorte comment se crée à un moment donné cette relation entre Pasteur et la République. Parce que naturellement, Pasteur va être ensuite soutenu dans les années 1880, mais surtout ce qui m'a impressionné, c'est le soutien dont il va bénéficier dans les années 1888-1889. Et il me semble, à un moment donné, où naturellement le vaccin sur la rage est mis en place, mais où Pasteur continue d'être très violemment critiqué, en France, à l'étranger. Et Pasteur a une stratégie qui est très simple, le mutisme. On ne répond pas. On garde la science, et ça c'est quelque chose d'intéressant parce que je pense que l'héritage de Pasteur est aussi ça, on ne parle pas des découvertes scientifiques. Il y a une sorte presque d'idée que tant que le brevet n'est pas déposé, c'est-à-dire tant que je ne suis pas propriétaire de la découverte, eh bien, mes travaux doivent rester au secret. Et il y a tout un ensemble de choses, ça, ce n'est pas moi qui ai étudié, dans la trajectoire de Pasteur dans les années 1880, ou à l'Académie des sciences, à l'Académie de médecine, même à l'Assemblée nationale, il est sollicité, on lui dit « venez nous expliquer, montrez-nous ». Il dit non, il refuse systématiquement. Et en dépit de ce refus, en dépit de ces refus, Pasteur reste le savant qui bénéficie du soutien du régime républicain. Donc moi, mon hypothèse, c'est en quelque sorte, pour revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, le soutien de la République donné à Pasteur va permettre aux républicains sur place, les républicains à l'époque s'appellent Sidi Carnot, Waldeck-Rousseau, des gens comme ça, permettent à ces républicains qu'on peut qualifier de modérés. Et les républicains, à ce moment-là, doivent lutter contre des courants radicaux de gauche, issus de la Commune de Paris, qui refont surface en ce moment-là, des socialistes par exemple. Et puis à droite, il ne faut pas oublier qu'il y a encore une très forte opposition royaliste et contre-révolutionnaire. Et dans ce climat politique, où tout d'un coup émerge ce courant que l'on appelle le boulangisme, alors qui est un courant pas trop connu, mais qui est un courant populiste porté par un général, dans un moment où la France, n'oublions pas, est toujours dans cette histoire d'une France revancharde face à l'Allemagne. Revanchard, le général Boulanger, c'est aussi quelqu'un qui est anti-système, anti-parlementaire, anti-Troisième République. Et parmi ces partisans, d'ailleurs, du Boulanger, certains sont parmi les anti-vaccinateurs. Et bien, dans ce climat-là, le soutien accordé à la vaccination et à Pasteur permet en quelque sorte aux républicains d'affirmer une sorte de vérité scientifique et politique. Avec Pasteur, la République parvient en quelque sorte à se légitimer. 1788-1789, on est aussi au moment du centenaire de la Révolution française. C'est l'idée où la République doit être progressiste, où la République doit valoriser le progrès des savoirs. À ce moment-là, Pasteur devient véritablement le savant républicain, puisqu'il va cristalliser en quelque sorte tout ce dont a besoin ces élites républicaines qui cherchent à lutter contre les contre-révolutionnaires qui considèrent que la science n'est pas forcément une bonne chose, mais aussi contre, on pourrait qualifier l'extrême gauche, qui dit que Pasteur n'est pas forcément et ne doit pas bénéficier au-delà même si scientifiquement il a raison, il ne doit pas bénéficier de toutes ces faveurs de l'État. Eh bien, pour se débarrasser ou disqualifier ces oppositions politiques, le régime républicain de la Troisième République va en quelque sorte sortir de la crise boulangisme par la promotion de Pasteur, qui progressivement, en quelque sorte, va acquérir. Bon là, il est véritablement à la fin de sa vie, si vous voulez. Mais à ce moment-là, il acquiert véritablement cette stature républicaine qui lui permet d'être, avec Victor Hugo, qui n'ont pas tout à fait les mêmes trajectoires politiques, d'être en 1900 dans la cour de la Sorbonne. Vous voyez, voilà. Et comment on fait son entrée alors que ce n'est pas forcément fait d'avance.
Alors, avant d'en venir aux motivations qui sont complexes des antivax, des opposants à Pasteur, peut-être un petit mot sur le modèle qui s'impose avec Pasteur et qui explique aussi une grande partie des tensions qui sont suscitées par son œuvre. C'est le modèle de la science de laboratoire, hein, c'est-à-dire d'une œuvre qui est construite par un savant à l'abri des regards, de manière secrète. Et ici, il va y avoir un point de tension avec un idéal démocratique ou l'idéal que voilà, l'opinion peut se faire une idée de ce qui se passe chez les savants. Et là, Pasteur, il construit des hauts murs derrière lesquels il protège très jalousement ses découvertes et ses expériences. Et ça suscite aussi un lot de fantasmes, pas tous d'ailleurs injustifiés. Voilà, donc il ne faut pas oublier que Pasteur, c'est vrai que ça paraît une évidence, mais Pasteur, ce n'est pas un médecin. Pasteur, c'est quelqu'un qui vient des milieux scientifiques, c'est un chimiste, hein, qui a l'habitude de travailler en laboratoire. Et les médecins, le modèle du médecin au 19e siècle, c'est pas ça. C'est le médecin qui soigne dans les hôpitaux. Et comme on dit, comme le disent depuis Claude Bernard, Raspail, François-Xavier Raspail, ce sont des médecins qui soignent au pied du malade. Hein, qui regardent, qui observent et qui soignent au pied du malade. Et pour soigner, il y a donc, on pourrait appeler une éthique médicale, hein, qui justement favorise cette proximité du médecin au malade. Hein, ça, c'est vrai pour la génération des médecins qui émergent dans les années 1830-1840 et qui vont, en quelque sorte, la plupart, s'opposer justement à Pasteur. Non seulement parce que Pasteur n'est pas médecin, donc il y a une sorte de... Il faut savoir que les médecins au XIXe siècle, c'est une corporation, hein, très fermée sur elle-même, reconnue par l'État. Et voir émerger Pasteur dans les années 1880, qui très rapidement, hein, en particulier pour tout ce qui concerne les maladies humaines, commence à critiquer l'ancienne génération des médecins en leur disant « vous n'avez pas su voir justement ce que vous aviez sous les yeux ». Hein, et donc là, il va y avoir un point de friction, mais surtout que très rapidement, Pasteur va en effet introduire de nouvelles modalités du travail. Hein. Pour soigner, finalement, il faut en passer par un intermédiaire, hein, un vaccin qui n'est pas en quelque sorte, comme l'avait fait Jenner, trouvé dans la nature, hein, mais produit en laboratoire, c'est-à-dire dans un lieu fermé. Ce laboratoire, il ne faut pas non plus trop être anachronique, ce n'est pas le laboratoire aujourd'hui de l'INSERM ou du CNRS, c'est un laboratoire qu'on peut voir entre un zoo avec énormément d'animaux. Ceux dont se plaignent les riverains. Voilà, le laboratoire de la rue d'Ulm à Paris, c'est environ une centaine de chiens, des singes. Pasteur ne cesse de faire des expériences, hein, très souvent, alors pas à cœur, mais à cerveau ou boîte crânienne ouverte sur les animaux pour tester ces vaccins. Je rappellerai, et je vais aller très rapidement parce que je ne suis pas non plus spécialiste de ça, mais si vous voulez, une des données des travaux de Pasteur, c'était de considérer qu'il fallait travailler justement à amenuiser en quelque sorte la virulence du produit en question, hein, du vaccin. Et donc il y avait tout un ensemble de travail réalisé sur des animaux, puis ensuite dans un laboratoire, une salle, hein, avec ses collaborateurs. Et naturellement, ces travaux se faisaient à l'écart de tout, de vision publique. Hein. Quelques journalistes avaient parfois, et ça a été après 1885, l'autorisation de rentrer. Mais l'essentiel des travaux réalisés par Pasteur et ses collaborateurs se faisait justement entre ces murs. Et ça a rapidement posé problème, non seulement aux médecins, hein, qui considéraient justement qu'on ne pouvait pas prétendre produire quelque chose qui pour soigner sans que l'on sache exactement de quoi il était question. Et puis surtout, progressivement, via la presse, hein, les journaux, on est dans les années 1880, avec une presse particulièrement dynamique, eh bien la presse ne cesse, en quelque sorte, non seulement, je dirais, de s'interroger sur ce qui se passe dans les laboratoires, mais très rapidement, certains journalistes vont commencer à faire des hypothèses. On ne nous dit pas tout. Et qu'est-ce que c'est que ces choses qu'on a vues sortir le soir
de la rue d'Ulm? Est-ce que ce sont des cadavres, etc. Et donc très vite, vous voyez, on est passé de ce lieu fermé, de cette volonté finalement de travailler dans un laboratoire à alimenter tout un imaginaire fantasmagorique autour de ce qui se pouvait se passer dans ce lieu où travaillait Pasteur. Et comme le rappelait Jérémy, à partir des années 1883-1884, c'est-à-dire au moment où Pasteur se met à travailler sur le virus de la rage, sans savoir encore qu'il allait ou pas vacciner un homme, eh bien, les populations parisiennes autour ne cessent de se plaindre, en particulier des cris des animaux, et parce qu'une partie, justement, et ça peut-être faire une transition, une partie des anti-vaccinateurs de l'époque sont aussi des anti-vivisectionnistes, c'est-à-dire des gens qui luttent pour la défense des animaux et qui se structurent depuis les années 1850 en association et qu'on va retrouver autour des anti-vaccinateurs. Oui, alors merci pour cette transition. En effet, il est le moment de passer à la question des opposants de Pasteur, même si on en a déjà dit quelques mots. Le livre de Jean-Luc Chappé montre qu'ils ne sont pas du tout unis. Voilà, le livre déconstruit l'idée qu'il y a un front uni des anti-vax, comme une étiquette, mais qu'au contraire, leurs motivations sont très variées. Alors peut-être tu peux nous proposer quelques portraits de ces différents groupes d'opposants à la vaccination de Pasteur, depuis peut-être les médecins jusqu'aux défenseurs des droits des animaux, en passant par Louise Michel, que j'étais étonné de trouver dans cette histoire. Voilà, c'est vrai qu'on a un kaléidoscope de toute une espace de groupes qui sont plus ou moins connus. Si on part de la Ligue universelle des anti-vaccinateurs, on va trouver... bon, là, je vais aller très vite parce que c'est vrai que ce sont des gens qui sont des étrangers, qui arrivent en France, en particulier portés par toute une tradition anglaise. Il faut savoir que en Angleterre, c'est à partir l'obligation vaccinale en Angleterre, c'est les années 1830, et vous allez avoir une forte opposition en Angleterre, portée en particulier par les associations ouvrières et par des courants religieux. Donc en Angleterre, dans les années 70-80, vous avez une organisation institutionnelle, je dirais, de l'opposition au vaccin qui est particulièrement forte. Et vous allez retrouver ces gens-là en France, lors du premier congrès de la Ligue des anti-vaccinateurs. Mais vous allez aussi avoir dans cette ligue beaucoup de médecins, alors français, belges, italiens, qui sont issus justement des mouvements radicaux de gauche. C'est-à-dire en France, beaucoup de médecins qui sont proches des communards, des socialistes, et qui, eux, considèrent Pasteur comme l'homme de l'empereur, l'affairiste. Il y a tout ce courant qui consiste, alors naturellement ça fait écho encore aujourd'hui à certaines critiques. Cette critique dite qu'on peut qualifier de gauche, eh bien, consiste à dire que non seulement Pasteur est un opportuniste qui change en fonction du vent, mais surtout c'est un affairiste. C'est-à-dire que pour eux, les vaccins ne sont en fait que dans la continuité des anciennes stratégies de Pasteur qui ont bien été étudiées par d'autres collègues, qui consistent finalement à faire de l'argent en faisant des découvertes. Et pour eux, finalement, très rapidement, si vous voulez, Pasteur va devenir le symbole. Alors n'oublions pas, quand ils disent ça, ça fait écho à d'autres. On est, vous voyez, dans les années 1880-1890, dans une république qui est secouée par des scandales, le scandale du Panama, etc. Et donc, accuser Pasteur d'affairisme, c'est le renvoyer à tout un ensemble de pratiques, de mensonges, etc., qui d'ailleurs eh bien, sont assez efficaces dans l'opinion. Il faut savoir que de nombreux journaux se posent des questions sur la manière, en particulier après la découverte du vaccin sur la rage, lorsque Pasteur lance une grande souscription publique. Ça, c'est un trait particulier aussi de Pasteur qui lui vaut pas mal d'animosité, on va dire pas forcément à l'extrême gauche, mais en gauche, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours entre le public et le privé. En même temps, il est soutenu par l'État. En 1883, par exemple, il y a une nouvelle dotation nationale. On passe, alors ça ne veut rien dire, mais on passe de 12 000 francs à 25 000 francs, qui est équivalent à peu près 25 000 francs à 75 000 euros aujourd'hui.
Bon, ça veut dire, si vous voulez, tout d'un coup, une dotation qui ne nous paraît pas énorme, mais qui, lorsqu'on lit même les discours à l'Assemblée parlementaire, parce que ce qui est intéressant, c'est que tous ces discours-là sont à l'Assemblée nationale, bah, vous avez des médecins qui prennent la parole en disant « Attendez, on donne déjà suffisamment de choses à Pasteur, alors que nous, médecins de province, professeurs d'université, nous n'avons rien. » Donc, vous voyez, il y a toute une part de cette critique. Et puis, plus on va vers le spectre politique, vous avez des gens comme... Là, cet été, je me suis plongé dans une correspondance de quelqu'un qui, à l'époque, était très connu, je dirais, proche de Gambetta, qui était Benjamin Raspail, le fils de François Xavier, dont je parlais tout à l'heure. Benjamin Raspail, c'est quelqu'un qui n'est pas socialiste, qui est plutôt un républicain modéré, mais lui, de son côté, c'était la défense des libertés individuelles. En fait, il n'était pas contre les vaccins, il était contre l'obligation. Et vous avez beaucoup de républicains de ce moment-là qui, eux, disent « Attendez, nous, les vaccins, on ne sait pas. Et puis presque, on ne veut pas savoir, ce n'est pas notre problème. Mais ce qu'on refuse, c'est l'obligation vaccinale. » Et il faut savoir qu'en France, à partir des années 1880, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout un ensemble de députés qui fassent... En particulier, en février 1880, vous avez une nouvelle épidémie de variole à Paris, 300 000 morts. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, on commence à se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas faire de l'obligation? Et donc, vous avez des débats sur l'obligation, la vaccination, la revaccination. Et il y a un projet de loi en 1880 qui va être reposé en 1892, qui est le projet de loi Liouville, qui consiste à faire un petit peu ce qu'on a fait en 2019-2020, c'est-à-dire à obliger les enfants et la population à se vacciner en imposant des passeports vaccinaux. Et avec l'idée qu'il faut, dans toutes les communes, afficher le nom de gens qui refuseraient la vaccination. Alors ça fait bondir une partie de la gauche républicaine, au nom justement des libertés individuelles, en disant ça ne peut pas passer. Et en fait, vous avez toute cette frange autour desquelles on va trouver... Alors, et là-dessus, naturellement, à partir des années 1886-1887, où je parle à ce moment-là d'une sorte de radicalisation, parce qu'il y a une sorte de... si vous voulez, de réunion de tous ces mécontentements à travers justement quelques journalistes. Un journaliste très connu à la fin du 19e siècle, qui sera un proche du général Boulanger, qui s'appelle Henri Rochefort, qui va, à travers ses journaux, il a 2 journaux, qui va en quelque sorte synthétiser tous ces mécontentements et permettre la réunion de toutes ces oppositions avec le courant pour la défense des animaux. Et en fait, là, vous allez trouver presque des personnalités. Alors, cette opposition, elle s'exprime dans la presse, mais elle s'exprime, comme beaucoup de courants à la fin du 19e siècle, dans des conférences publiques. Tous ces débats-là font l'objet, à Paris, mais dans de très nombreuses villes des départements, eh bien, de discussions, de cours, où les anti-vaccinateurs organisent des grandes conférences. Alors, la presse, parfois, parle de 300 personnes, parfois de 10 personnes. En tout cas, il y a des conférences dans lesquelles il y a des grandes personnalités, dont Louise Michel, qui, en 1883, va publier un petit roman qui s'appelle « Les microbes », dans lequel elle va particulièrement s'attaquer à Pasteur. Alors, elle ne dit pas son nom, donc c'est vrai que si on ne replace pas le roman dans son contexte, on ne peut pas comprendre à quoi ça fait référence, mais elle s'attaque au vaccin de Pasteur, elle s'attaque à tout ce qui est la cruauté, enfin, tout ce qui est la défense des animaux, une lutte contre la cruauté des animaux, et elle s'attaque également à l'affairisme. Et elle participe, si vous voulez, à ce moment-là, à un courant qui va progressivement s'étendre à la fin des années 80, au début des années 90, qui étant finalement une critique générale. Derrière Pasteur, vous voyez, Pasteur, il devient le symbole de plein de choses, et parce que ça réussit, très rapidement, Pasteur, ça devient le symbole d'une science qui fait peur. Il y a un mouvement anti-scientiste qui émerge à ce moment-là, d'abord de la gauche, puis ensuite qui va être repris par la droite, pour finalement constituer une sorte de mouvement anti-scientiste qui va s'exprimer par différents porte-paroles, comme Brunetière, par exemple, pour lequel la science constitue, à la fin du 19e siècle, au moment où on célèbre la Révolution française, les Lumières, où on réédite Condorcet, la science
peut être objet de suspicion. Et l'objet de tout ça, finalement, encore une fois, c'est Pasteur. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que vous trouvez ici, alors je dirais, je rentre pas dans le détail, mais parmi les antivax, vous avez aussi des gens, des industriels, propriétaires de thermes, parce qu'il ne faut pas oublier, on soignait, depuis le XVIIIe siècle, on pouvait soigner la rage, dans des médecins du XVIIIe siècle, célèbres médecins comme Félix Vic d'Azir, en prenant des bains. Et donc, en France, pendant le XIXe siècle, eh bien, le thermalisme servait également de lieu, de moyen, de cadre pour soigner la rage. Alors vous imaginez bien que quand Pasteur arrivait avec ses vaccins, eh bien, les propriétaires de certaines thermes en France vont se trouver, et en Europe, on trouve en Allemagne également des adversaires. Donc vous voyez, c'est un agrégat en quelque sorte un peu inconstitué qui, à un moment donné, fait beaucoup de bruit. Mais comme vous avez ce type d'opposition en fait très homogène, très hétérogène, pardon, ça manque d'unité. Alors, derrière tout ça, il y a un acteur, moi, que j'ai découvert, qui est un acteur qui s'appelle Hubert Bohens, B-O-E-N-S, vous pouvez regarder sur Wikipédia, il y a une fiche intéressante. Lui, c'est quelqu'un qui est pas du tout, qui est plus connu, qui fait partie d'une sorte de... voilà. Alors que lui, il va essayer de réunir, jusqu'à la fin de sa vie, Pasteur naît en 1822, lui il naît en 1825. Pasteur meurt en 1895, lui il meurt en 1898. C'est en quelque sorte quelqu'un qui a quasiment les mêmes. C'est l'envers de Pasteur. C'est-à-dire que lui il est médecin. C'est un Français dont les parents ont quitté la France en 1848. Enfin, c'est lui qui quitte la France en 1848 avec ses enfants pour s'installer en Belgique, et il s'installe à Charleroi, qui est une des plus grandes cités industrielles de l'époque, minière en particulier. Il fait des études de médecine, il devient médecin ouvrier, etc. Et à partir des années 1880, il s'engage dans le mouvement anti-vax pour des raisons, comme on l'a dit, politiques, médical. C'est-à-dire, lui, il est pour la liberté, il veut pas de l'obligation vaccinale. Et il considère, c'est un hygiéniste, il considère que pour soigner les gens, il faut plutôt soigner et être attentif à leur milieu de vie. Hubert Bohens, en fait, c'est intéressant comme un anti-vaccinateur parce que c'est quelqu'un de très sérieux. En Belgique, il est accusé justement il va lutter contre ce qu'il appelle toutes les superstitions. Donc en Égypte, il est très radical, et quand il fait campagne contre Pasteur, on voit bien qu'il y a deux modèles de science qui s'opposent. Et finalement, le silence de Pasteur va progressivement ravaler Bohens dans une sorte de marginalisation, aussi bien politique que scientifique. Et c'est vrai que tout ce courant-là n'est pas connu. Sauf que, et c'est là qu'il faut faire toujours attention avec ces histoires d'antivax, c'est que tout ce que je vous raconte là, on s'aperçoit que les courants antivax aujourd'hui les connaissent bien, eux. C'est-à-dire que en fait, le courant anti-vax aujourd'hui se nourrit de toutes ces luttes antérieures. Et au lieu de les remettre en contexte, si vous voulez, comme j'essaie de le faire dans ce livre, ils vont prendre comme ça des extraits d'ouvrages, de textes, etc., en essayant de créer des continuités, en disant voilà, ça a toujours été comme ça, donc il y a une évidence qu'on devrait être adversaire des vaccins. Et Bohens, ce fameux Hubert Bohens, dans cette récupération anti-vax, il est considéré quasiment comme quelqu'un un peu d'irrationnel, etc. Or, il ne l'est pas du tout. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé, c'est que sans vouloir réhabiliter les anti-vax, j'ai fait, comme avait dit Jérémy au début, je les ai pris juste au sérieux. Et d'essayer finalement de les remettre dans un contexte, en essayant de les faire dialoguer. J'ai essayé avec Pasteur, et c'est très dur de travailler. D'ailleurs, je ne cacherai pas que quand j'ai fait ce livre, j'ai été très prudent. Donc j'ai envoyé régulièrement mon manuscrit à des spécialistes de Pasteur, parce que comme il existe un institut Pasteur, il existe des historiens de Pasteur. Et j'ai envoyé non pas pour qu'ils me contrôlent, mais pour dire, voilà, est-ce que tu peux me donner des pistes pour me permettre, par exemple, est-ce que tu sais si Pasteur a une fois répondu à Bohens qui ne cessait de lui écrire? Parce que Bohens, au début, il dit, je veux vous aider, quoi. Pasteur n'a jamais répondu à aucun de ses adversaires.
Et donc il est très compliqué finalement de construire un petit peu ce réseau-là. Néanmoins, c'est vrai qu'on peut mieux comprendre en quelque sorte ces antivax si on les replace en fait dans une configuration politique. Se souvenir quand même qu'on est dans un moment de reconstitution politique où se jouent ici des enjeux importants, et aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, on est dans un moment de reconstitution institutionnelle très forte. En 1892, l'État républicain français va réorganiser toutes les études en France, et en particulier les études médicales. Et en fait, les études médicales vont se transformer. Désormais, les études médicales vont commencer par 3 années dans les facultés de sciences, au lieu que les 3 années auparavant se faisaient dans les facultés uniquement de médecine. Ça va permettre, donc on est en 1892, 3 ans avant la mort de Pasteur, ça va permettre à la jeune génération, là encore, de devenir en quelque sorte pasteurienne, parce qu'ils vont se former désormais à des méthodes qui ne sont plus uniquement des méthodes de médecine, mais à des méthodes de chimie, de physique et de mathématiques. Donc on est dans un moment, vous voyez, où ça bouge. Alors attention, ça met, c'est là qu'il faut voir, il existe encore des anti-pastoriens après. Tout le monde ne devient pas pastorien, d'accord ? Néanmoins, dans ce moment particulier, 1880-1895, je pense qu'il y a là quelque chose sur lequel on vit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, ce que je pense un petit peu troublant, c'est qu'on a imposé le vaccin. Alors le vaccin, il sera imposé officiellement par une loi votée en 1902, qui imposera l'obligation vaccinale, c'est-à-dire l'obligation variole, rage, etc. C'est la première loi d'obligation vaccinale en France. Il n'y a quasiment pas de... C'est assez troublant d'ailleurs, il n'y a quasiment pas de débat. Il y aura plus de débats en 1916 où pendant la guerre, il y a une nouvelle obligation vaccinale. Et là, on va retrouver les réseaux constitués dans les années 80 qui vont se réveiller en pleine guerre pour justement se refaire entendre leur voix. Mais finalement, il n'y a pas eu ce moment, alors je n'appellerais pas ça un moment de pédagogie vaccinale, mais il n'y a pas eu jusqu'alors en France un moment d'explication par le politique, parce qu'il me semble que quand j'entends aujourd'hui des médecins dire on va lutter contre les anti-vaccinateurs en faisant des vaccins plus puissants, je ne suis pas sûr que ça marche. Bon, ça après, chacun réfléchit à ça. Donc il me semble que c'est une question politique. Et il n'y a pas eu, dans l'histoire des républiques françaises, en quelque sorte, un moment d'explication de ce qu'est le vaccin, qui est, si on y réfléchit finalement, et on le voit à travers Pasteur, qui est une invention compliquée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qui ne se fait pas immédiatement. On ne soigne pas immédiatement avec le vaccin. Donc c'est compliqué, et donc ça demanderait plus d'explications. Et ce qui a été l'inverse de Pasteur, qui justement, en voulant garder... Et il me semble qu'on est là, si vous voulez, à un problème qu'on peut voir, je pense un petit peu de manière plus générale, sur parfois la difficulté des scientifiques de nos jours, juste à expliquer ce qu'ils font. Ce n'est pas forcément se justifier, mais juste à expliquer ce qu'ils font. Et je pense que la distance entre ceux qui font la science et nous, c'est-à-dire l'opinion publique, plus elle devient grande, plus c'est dangereux pour la République. Et voilà, c'est cette question-là qui m'a fait écrire ce livre. Et j'espère, en quelque sorte, avoir montré que, loin comme ça de devoir condamner tous ceux qui s'opposent, je dirais, à ce qui est toujours considéré comme un progrès, parfois, il faut les écouter, il faut les entendre, pas pour leur donner raison, mais juste pour réfléchir à comment, en quelque sorte, on reconstitue un dialogue et qu'on fait que la question de vaccinale n'empêche pas des familles de plus parler, par exemple. Voilà. Comme tous les grands livres d'histoire, le livre de Jean-Luc Chappé, me semble-t-il, nous fait vraiment réfléchir sur ce qui fait qu'on est une société, ce qui fonde notre communauté. Peut-être que ce sera ma dernière question, Jean-Luc, pour faire une sorte de synthèse des propositions qui s'opposent dans ton livre et qui, me semble, se sont réveillées au moment du Covid, entre d'un côté le thème de la liberté, le thème de la liberté du père de famille, de vacciner ou de ne pas vacciner ses enfants, de faire ce qu'il veut individuellement pour sa famille et pour les siens.
Et puis de l'autre côté, un autre pôle qui va fonder un nouveau contrat social. Et ce pôle, c'est celui de la responsabilité, c'est celui de la solidarité collective. Et pour le dire avec la tour, voilà, c'est la façon dont les microbes nous ont fait rentrer en République ou en démocratie. Alors j'aimerais peut-être que tu synthétises ces deux pôles entre liberté et solidarité. Oui, non, je ne vais pas le faire parce que justement, je reste historien. Et non, mais tu le rappelles, et c'est important, c'est-à-dire que ce qu'on a appelé le mouvement de République solidaire, autour de Léon Bourgeois, etc., ce sont des philosophes qui, justement, à partir des années 1900, se sont mis à réfléchir sur, avant Bruno Latour, finalement, se sont mis à réfléchir sur les effets politiques qu'il y a d'introduire désormais les microbes. C'est-à-dire que on pourrait penser que voilà, c'est une nouvelle écologie, c'est une nouvelle manière d'être ensemble. Entre deux individus, désormais, il y a d'autres particules qui font la relation. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et justement, pour certains philosophes de ce courant, l'évidence était de se faire vacciner. Parce que désormais, à partir du moment où il y avait une volonté d'être ensemble, d'être dans une république, la citoyenneté ne passait plus uniquement par la loi, ne passait plus uniquement par un contrat politique, créé par la Révolution française également, c'est-à-dire voilà, on est une nation parce que on décide de contracter ensemble. Ce contrat, pour eux, passait également par cette obligation vaccinale. Et moi, je pense que c'est justement la question, c'est cette notion d'obligation. Cette notion d'obligation, c'est-à-dire que finalement, est-ce que ça doit venir, on est tous obligés de faire des choses, est-ce que ça doit venir à un moment donné par une intervention de l'État ? C'est-à-dire à un moment donné, ce qui s'est fait, il y a des pays où les gens n'ont pas eu le choix, c'est-à-dire voilà, ou bien cette obligation, est-ce qu'elle doit, comment faire en quelque sorte que l'individu se sente obligé ? Et je pense que là, on en revient à cette idée de pas de pédagogie, parce qu'avec la notion de pédagogie, on en revient toujours à la distinction entre des élites qui savent et puis un peuple qui ne sait pas. Mais tout simplement à la nécessité d'expliquer, à la nécessité de montrer les choses. Je pense que aujourd'hui, l'Institut Pasteur, c'est pas un bunker parce que ça va rouvrir. Ils refont leur musée qui va réouvrir en 2027-2028. Mais le problème, c'est que je pense qu'on aurait intérêt à plus avoir les labos ouverts. Et puis que les scientifiques, à un moment donné... parce que je pense que c'est pas facile de dire les scientifiques, mais c'est pas qu'ils apprennent à communiquer, mais tout simplement qu'ils savent. C'est parce que je pense que la vérité et la vérité scientifique est toujours une co-construction. C'est-à-dire, elle n'est vérité que si elle est reconnue. Et donc, je pense que la réponse à ta question, je ne la donne pas, mais elle est sûrement dans le fait qu'on améliore en quelque sorte ce discours entre les scientifiques et puis l'opinion publique. Voilà. Avant de passer la parole à la salle, je pense qu'on peut applaudir chaleureusement Jean-Luc Chappé. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et désormais, la parole est à la salle pour discuter, dialoguer, poser des questions à Jean-Luc Chappé. N'hésitez pas. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a un micro tournant, sinon parlez fort. Oui, si. Merci Marion. Bonjour. Je voulais savoir si les raisons pour lesquelles des gens ne veulent pas se faire vacciner aujourd'hui sont les mêmes que celles de 1800. Est-ce qu'ils ont les mêmes raisons ? Assurément non. Je ne pense pas, mais en même temps oui. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de continuité. Je pense que par exemple, de ce dont on a, ce qu'on a pu entendre ou lire, cette question par exemple de la liberté individuelle contre l'État, je pense que ça reste un argument très fort, porté par des courants anarcho-libertaires qui consistent à dire que l'individu est libre de choisir ce qu'on met dans son corps. Je crois qu'il y a même il y a même un joueur de tennis assez connu qui a refusé de se faire vacciner en disant qu'il avait la liberté de choisir ce qu'on mettait dans son corps. Et
Et vous voyez, ça part de quoi, ça? Ça part du fait que quand ils demandent « est-ce qu'on sait exactement ce qu'on ce qu'on me met dans mon corps ?» En fait, très peu de monde répondent. Voilà. Parce que pour des raisons cette fois là de propriété intellectuelle et scientifique, finalement, la composition des vaccins ne sont pas forcément chose publique. Donc vous voyez, je pense qu'il y a effectivement des raisons, et puis aussi, je pense que l'argument anti-vacciniste, ça reste un argument, c'est-à-dire l'idée que on est contre tout ce qui se fait sur des expériences animales. Ça aussi, c'est un argument. Malheureusement, si vous voulez, je dis malheureusement, on ne doit pas dire malheureusement, quand on regarde un petit peu la réédition des textes, parce que les antivax ont des maisons d'édition, aujourd'hui ont des sites, on s'aperçoit que voilà, c'est souvent les mêmes textes qui reviennent, donc évidemment, très souvent, ce sont les mêmes arguments. Excusez-moi, j'ai une question. Bon, déjà, moi, je suis pro-vaccin, je suis aussi anarchiste, ce qui peut paraître contre-productif pour certains. Mais je vois beaucoup de gens avec qui il est impossible de discuter du sujet, concrètement, malheureusement, qui se ferment comme des huîtres dès qu'on cite des arguments, parce que, selon eux, oui, mais c'est la propagande du gouvernement, oui, mais si, oui, mais ça, et ils trouvent toujours une excuse pour aller chercher leurs sources et seulement les leurs, et ne pas s'ouvrir aux autres. Donc comment faire pour aborder le discours avec les gens qui refusent tout dialogue? Inviter les historiens. Non, c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Comment faire pour convaincre, mais même, en fait, même pas pour convaincre, pour discuter, tout simplement. Je crois que c'est vrai. Mais après, voilà, je pense que moi, voilà, c'est pas, là, je suis à formuler une opinion. L'erreur très souvent qu'on fait, c'est justement de vouloir présenter les choses de manière un peu manichéenne, comme s'il y avait les bons et les mauvais. Je pense que là, il faut dépasser cette chose-là pour arriver à je dirais, un dialogue minimum. Mais c'est toujours difficile à faire. Oui, non mais... vous savez, regardez il y avait un article du Monde hier sur ce qui se passait aux États-Unis là cette semaine, c'est-à-dire que oui, ça devient un problème. Mais alors, soit on dit on peut rien faire, soit on essaie de réfléchir à comment faire. Et je pense que là, on peut pas le faire maintenant, mais je pense que quand même c'est possible. Et que l'histoire doit aider. Voilà. Depuis donc on va dire l'invention des premiers vaccins, est-ce qu'il y a eu d'autres propositions scientifiques de scientifiques anti-vax pour créer d'autres moyens de lutter contre ces maladies, contre la variole, etc., autres que les vaccins? On va mettre à part le courant hygiéniste. Vous voyez, la rage et le thermalisme, par exemple. Non, mais vous parliez de soigner, mais le thermalisme n'a jamais guéri. Ouais. Il n'y a pas de traitement contre la rage. Aujourd'hui, on cherche, mais on n'a pas élaboré encore. Ouais. Donc c'est soigner, c'est pas guérir. Oui, mais justement, eux, je pense qu'ils pensaient guérir. Ouais. Voilà. Après, non, mais à l'époque. Voilà. Non, à part, si vous voulez, les traitements. Alors, c'est là où parfois il y a une grosse ambiguïté. C'est-à-dire que, d'abord, ce qu'on appelait les hygiénistes, c'est très hétérogène. Alors, Boss ne le faisait pas, mais parmi les anti-vaccinateurs, vous avez beaucoup qui étaient médecins et pharmaciens. Et eux, ils vendaient, si vous voulez, un certain nombre de remèdes qui n'étaient pas qualifiés de remèdes secrets, mais ils avaient des remèdes contre tout ça. Alors, justement, toute la question, c'est qu'on n'a jamais vu l'efficacité de tout ça. Alors qu'à un moment donné, Pasteur, les adversaires ont eu beau dire,
À un moment donné, Pasteur, on a réussi à voir que ça fonctionnait. Sur le long... Sur les autres, il n'y a pas eu, c'est vrai, on n'a pas voulu les voir parce qu'il n'y a pas eu ce type de statistiques. À un moment donné, Pasteur, si vous voulez, du moins ses collaborateurs, quelqu'un comme Chamberlain qui a pris en charge ça, ils ont commencé à faire systématiquement des statistiques. Et par exemple, les statistiques, à un moment donné, ont joué un rôle pour montrer que, en dépit des échecs, des morts, les guérisons étaient plus fortes, plus importantes quand vous étiez vacciné. Là où vous avez raison, toutes les thérapies alternatives, parce qu'elles n'ont pas été accompagnées par l'État ou accompagnées par une équipe de collaborateurs, on n'a jamais pu mesurer, si vous voulez, non. Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport aux critiques, donc, notamment de la science qui fait peur. On a beaucoup vu des critiques morales et éthiques, mais est-ce qu'il y avait vraiment une peur de l'effet des vaccins qu'on peut voir aujourd'hui chez les antivax, c'est-à-dire avoir la peur qu'on inocule autre chose qu'un virus? Et du coup, ma question, c'était aussi, est-ce qu'il y avait déjà eu des grands scandales sanitaires à l'époque, avant, de campagnes scientifiques, de campagnes médicales qui avaient eu des effets indésirables sur la population? Alors là, pour vous répondre très précisément, pendant le moment Pasteur, bien sûr, il y avait cette peur-là. Les antivax, c'était un des arguments en disant on ne sait pas, et donc, je cite de tête, en particulier, un vaccin sur les femmes, ça pouvait être dangereux parce que ça pouvait les stériliser. Et plus généralement, faire vacciner une population, c'était, selon les termes de l'époque, participer à la dégénérescence de la race. D'accord ? Ça, ce sont des termes, des notions qu'on employait dans les années 80-90. Mais on le sait aujourd'hui, et ça, c'était pas moi qui l'a montré, parce qu'il y a eu beaucoup depuis les années 1990, il y a eu beaucoup de travaux sur Pasteur, qui se sont appuyés sur l'analyse des cahiers de Pasteur, c'est-à-dire des cahiers de laboratoire qui étaient pris. Bon, et là, on s'est rendu compte que, contrairement un petit peu à la légende, dans ces cahiers, il y avait la mention d'accidents. Il y avait la mention de... Et on sait, par exemple, qu'en 1886, il y a eu un mensonge, c'est-à-dire il y a eu la mort d'un enfant qui a été vacciné, et les collaborateurs de Pasteur, en particulier un des plus grands collaborateurs de Pasteur, qui s'appelle Brouardel, ont signé un rapport. Il y a eu enquête policière, d'accord ? Même cette enquête policière a été chapeautée par Clémenceau, et Brouardel, en quelque sorte, a menti, a signé un... Bon, si vous voulez, le truc était su parmi les collaborateurs, et il aurait eu cette phrase, bon, qui est sûrement apocryphe, si je ne signe pas, on revient 50 ans en arrière. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, cette phrase, elle est souvent utilisée par ceux qui montrent que il faut... Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que pour les progrès des sciences, il faut toujours des victimes. Oui, bien sûr. Puis, du coup, je voulais compléter, pardon, je suis désolée. J'avais une autre question sur est-ce qu'on a une position de l'Église à l'époque? Alors, ça c'est très intéressant. C'est vrai que j'en ai pas parlé de l'Église. Oui. La position de l'Église. En Angleterre ou en Allemagne, l'Église est particulièrement importante dans ces débats-là. En France, pas du tout. En France, l'Église... Alors, attendez, je dis pas du tout... j'ai peut-être loupé le pamphlet d'un évêque français, mais en fait, il faut savoir que depuis Napoléon, l'Église, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des préfets, mais l'Église a été embrigadée, en quelque sorte, dans cette campagne vaccinale. Et il me semble, justement, que... Alors, vous voyez, c'est-à-dire que c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a tous quand même des a priori. Et moi, quand j'ai commencé l'enquête, je me suis dit, je vais trouver l'Église. Eh bien non, on ne trouve pas l'Église. Et alors que l'Église peut, justement, à ce moment-là, critiquer un certain nombre d'autres savants, considéré comme matérialiste, etc. Pasteur, il ne fait pas du tout l'objet de cette critique-là. Et je ne pense pas que c'est uniquement parce qu'il était proche de Napoléon III et lui-même catholique. Je ne pense pas que ce soit lié à ça. C'est que l'Église, finalement, a tout... Enfin, voilà, au XIXe siècle, je pense majoritairement
soutenu la politique vaccinale. Contrairement donc potentiellement à l'Église protestante qui était elle plus axée sur la liberté individuelle et du coup la peur de l'étatisme. Ça pourrait peut-être, ouais. Merci. Oui, bonsoir. J'avais vu il y a quelques années de ça un biopic sur Pasteur et il parlait du petit Alsacien qui avait été mordu. Joseph Meister. Oui, c'était celui-là. Il disait qu'en fait, il laissait entendre, alors je ne sais pas, c'est un Fox ou pas, qu'en fait, il a injecté pour la première fois son vaccin, qui en fait n'avait été testé que sur les animaux, et qu'en fait l'enfant était déjà guéri. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que... non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que ça fait partie, vous voyez, de... en fait, Joseph Meister, c'est le premier à avoir été vacciné. Il meurt, il devient gardien de l'Institut Pasteur, et il meurt en 1942. Donc, il se suicide. Voilà. Voilà. Donc, a priori, lui, on ne sait pas. Dès le moment où il se fait vacciner, dès le lendemain, il y a tout un ensemble de débats sur ce cas-là. Le contexte est particulièrement compliqué. On ne se rend pas compte, c'est que l'Alsace, elle est allemande à cette période-là. Et Joseph, il vient se faire vacciner à Paris parce que son père avait travaillé à Paris. La famille est alsacienne, ils sont je ne sais plus où, ils ne sont pas à Strasbourg, je ne sais plus. Ouais, dans un petit village, et ils font le voyage pour venir à Paris. Donc en fait, on peut pas avoir accès. Dès le lendemain, les gens disent que le chien n'était pas enragé. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Et en fait, le truc, c'est que c'est encore plus compliqué. Et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que même un animal enragé, il y a des cycles pendant lesquels il n'est pas contagieux. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours eu des gens pour dire, nous, on soigne de la rage, avec des bains, avec des médicaments, parce que les gens sont mordus par un animal qui est enragé, qui va mourir de la rage, mais au moment où il a mordu, il n'est pas contagieux. Donc c'est vraiment des choses assez... C'est vraiment complexe, quoi. Ouais. Oui, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une question de temps dans l'histoire du vaccin. C'est-à-dire que ça ne se voit pas immédiatement, le résultat. Il y a ça, et c'est vrai, ensuite, il y a l'enquête sur l'homme malade, sur le vacciné. On ne sait pas, finalement. Et donc, en fait, alors, c'est intéressant parce que, justement, les premiers vaccinés, il y a presque, il y a des anecdotes sur chacun d'entre eux. Si vous voulez, dans les premiers mois après 1885, ils arrivent d'Alsace, mais il y a des milliers de personnes alors, qui sont mis en scène, qui arrivent du monde entier. C'est-à-dire qu'il y a presque des envoyés spéciaux, des journaux parisiens qui vont à New York pour assister à l'embarquement de jeunes Américains qui vont arriver à Paris, de Russes qui arrivent à Paris. Et tous ces gens-là se disent malades. Mais on ne sait pas. Alors ce que j'ai appris, c'est que là, récemment, à l'Institut Pasteur, ils ont gardé 400 photos des premiers vaccinés. Tous les premiers vaccinés. Et en fait, du fait de la réfection du musée, là, c'est une collection qui vient de réapparaître, en fait, alors qu'on connaissait que, je sais pas, une trentaine de photos. En fait, il y a tout le monde. Alors, ça pourrait être intéressant, alors avec le nom, etc., ça pourrait être intéressant de refaire une enquête sur ces vaccinés, avec toutes les limites qu'on peut savoir. Et peut-être on répondra à ces questions, mais vous voyez, ces récits, que vous les ayez lus sur Infovox, etc., en fait, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas si vraiment les malades étaient atteints de la rage ou pas. Mais la rage, c'est quand même, ça se manifeste rapidement après la morsure, non? Pas sûr, Non, pas sûr. Pas nécessairement. Ça peut prendre des semaines, des mois ou des années. Quand j'étais enfant, on devait avoir le BCG et il n'a jamais pris. Et finalement, ils ont marqué à peine positif parce que sinon je ne pouvais pas aller à l'école. Parce qu'il fallait le BCG. Ah oui. Donc on a menti, mais bon. Je crois qu'il y a une question au fond de la salle là-bas. Après, je te passe le micro, Philippe.
Oui, merci. Bonsoir et merci pour l'organisation de tout ça et vos propos et tout. Moi aussi, je travaille sur ces questions et du coup, je retrouve pas mal dans les discours des personnes anti-vax actuelles et qui sont conspirationnistes également, pas mal des arguments que vous avez mentionnés, en fait, et donc qui datent de 1885, peut-être un peu avant. Et notamment, par contre, il y en a un que j'ai pas retrouvé, c'est qu'on accuse Pasteur d'être un voleur de travaux. Alors, il semblerait ce que j'ai entendu dans mes recherches, c'est qu'il aurait volé les travaux d'un certain Béchamp. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Comme je travaille sur la mésinformation, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui est de l'information, qu'est-ce qui est de la mésinformation. Du coup, voilà, si vous pouvez me renseigner, c'est cool. Et par contre, je voudrais juste répondre à la dame qui est juste devant moi, qui a posé, je crois, cette question au sujet de est-ce qu'il y avait à l'époque d'autres types de manières de guérir, enfin, autre que la vaccination ou des choses comme ça. En fait, il y avait le courant homéopathique qui était quand même aussi très virulent, qui fonctionnait très bien à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu une sorte de conflit entre les personnes homéopathes et les personnes qui sont plutôt pro-vax, les homéopathes étant plutôt anti-vax, et notamment pour une question de dégénérescence de l'espèce humaine. Encore aujourd'hui, c'est un des arguments très, très importants des personnes homéopathes et anti-vax. Voilà, merci. Oui, alors sur la question du plagiat, c'est très intéressant parce que Pasteur, en particulier pour ses travaux sur la vaccination animale, en fait pour tout ce qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui la microbiologie, n'a cessé d'être accusé de plagiat. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est pas étonnant. Parce que le mythe du chercheur qui invente tout, lui tout seul, ça peut pas exister. Il s'est appuyé sur tout un ensemble de travaux avant lui. Et en effet, il y a celui que vous citiez, il y a Raspail. En fait, il y a tous ceux qui ont commencé à travailler sur les micro-organismes avant lui. Et ils étaient plusieurs à l'époque. On ne retient que le vainqueur. Mais je dirais même des gens comme celui qui était à Rouen, là, j'oublie son nom, qui était le partisan de la génération spontanée, Poulet ou je ne sais plus, enfin bon bref, si vous voulez, à un moment donné, à partir des années 1870, 1880, Pasteur, il va naturellement s'appuyer sur tout un ensemble de recherches avant lui. Koch, en Allemagne, est loin, si vous voulez, d'être complètement hermétiques les uns des autres. Ils s'échangent les travaux. D'ailleurs, je crois que c'est au début du livre, je raconte, il y a toute une controverse. C'est la seule fois, finalement, où à un moment donné, Pasteur prend la parole, parce qu'il fait travailler des gens, en fait. Il fait travailler en particulier plusieurs pharmaciens. Et à un moment donné, il y a un pharmacien qui prétend avoir découvert un vaccin contre le choléra des poules. Et Pasteur, tout d'un coup, le félicite. Le type doit s'expliquer devant l'Académie des sciences, ça se révèle pas bon, et là, à ce moment-là, Pasteur doit prendre la parole en disant donc il s'est trompé. Néanmoins, les travaux de ce type-là servent à Pasteur. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je dirais pas, voyez, est-ce que c'est de la fausse information ou de la désinformation? En fait, là, on fait de l'histoire des sciences. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut, c'est ça, je pense que vous trouvez ça dans pas mal de biographies un peu sérieuses de Pasteur, c'est essayer de trouver la généalogie dans laquelle s'inscrit Pasteur sur un temps long. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, à part peut-être le fait de trouver la manière de faire baisser l'intensité des vaccins, etc., Pasteur, il n'est pas forcément inventeur de quelque chose. Il reprend des choses. Parfois, il bricole un peu. Et donc, on peut toujours... Je vous dis, là, les fils Raspail, ils ne cessent de dire que Pasteur, finalement, a tout plagié chez eux. Ça devient une sorte de leitmotiv à partir des années 1880. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Je ne sais pas. C'est vrai, c'est faux. Parce que tout à l'heure, vous parliez d'argent et de brevets. Pasteur a déposé énormément de brevets. Ils étaient déposés en son nom ou au nom de l'Institut. Et est-ce qu'il a fait fortune, Pasteur? Ça, on ne sait pas, en fait. Alors, je vais vous répondre de manière modeste.
Je vais vous répondre prudemment et modestement en vous renvoyant. Il y a un collègue de l'Université de Lille qui s'appelle Gabriel Béard-Gavez, qui a écrit un livre sur les brevets de Pasteur et qui a mesuré en quelque sorte l'argent. En fait, il y a, si vous voulez, ça commence dans les années 1850-60, où quand même Pasteur commence en quelque sorte à faire ses travaux sur la levure, etc. Il commence à déposer les premiers brevets à Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Lille, Besançon, etc. Et il se fait de l'argent. C'est quelqu'un, bon d'ailleurs, après on ne fait pas faire de la psychologie, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui gère l'argent, hein, et justement qui ne cesse, là il y a des lettres qu'il envoie à Paul Bert, qui ne cesse de s'inquiéter de sa situation financière, toujours la peur de mourir en laissant sa femme, ses enfants, etc. Et justement il y a pas mal de questionnements au moment où où ils vont commencer à créer l'Institut Pasteur, c'est-à-dire à lancer ces campagnes de souscription, ou plusieurs fois. Bon, mais ça, c'est vrai que je ne l'ai pas fait rentrer parce que ce n'était pas les antivax, là, c'était plutôt le fonctionnement du conglomérat créé et construit autour de Pasteur. Mais il y a eu des tensions entre les collaborateurs parce que Pasteur avait tendance à s'arroger un peu toujours le bon rôle. Et là où ça a posé problème, c'est quand ils ont commencé à développer d'autres vaccins. Où là, à qui irait l'argent? Et là, les collaborateurs, bon, mais là, on parle, vous voyez, des années 92-95, où Pasteur était tellement diminué que finalement, il y a eu un... Mais voilà, c'est cette question financière. Bon, mais ça, je pense que maintenant, c'est à peu près connu. Guillaume Carnino, Gabriel, on fait des travaux qui montrent quand même que la logique financière a joué un rôle dans la construction de la carrière de Pasteur. Et il y a même des collègues qui vont un peu plus loin que moi, c'est-à-dire qui sont plus cyniques, en disant s'il a choisi la rage. C'était pas un problème de santé publique à l'époque. Voilà. Ah oui, c'est-à-dire que c'est la maladie. C'est pas une maladie très courante, en fait. Il y a des maladies qui tuent beaucoup plus, le choléra, par exemple, où d'ailleurs va y avoir des échecs. Et il prend la rage parce que finalement, c'est une maladie médiatique, pour aller vite. Et de fait, ça marche. Enfin, si on prend comme ça, pour le coup, c'est un bon stratège. Il n'y a plus de questions. Bien, je crois que les échanges ce soir ont bien montré à quel point les historiens, les sociologues, les spécialistes de sciences sociales ne sont pas des antiquaires, mais vivent de plein pied dans les débats démocratiques qui nous questionnent toutes et tous. Je pense qu'on peut remercier et applaudir Jean-Luc Chappé. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Merci à l'Alcazar. Le Festival des Arts et des Sciences se poursuit. Vous pouvez aller au Mucem pour la conférence de clôture qui a lieu à 18h. Elle est suivie d'une soirée jazz sur le rooftop du Mucem. Et nous, on se retrouve le 17 octobre chez Maupetit à 17h45 pour Célia Keren qui vient parler des enfants pendant la guerre d'Espagne. À bientôt. Merci.